Amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette première émission de 11 mondial consacrée à l'Afrique. C'est une nouvelle émission que nous allons essayer de tenir une fois par mois. C'est une émission qui est pour vous, se consacrer, donc comme je l'ai dit, au football africain. On va passer en revue les pays, les clubs, ce qui se passe d'insolite, qu'un continent qui fait beaucoup parler, un continent qu'on adore, bien évidemment. Et aujourd'hui, pour cette première, nous allons parler de l'actualité. Prochaine échéance pour le football africain, la participation de 4 clubs historiques à cette Coupe du Monde des clubs qui aura lieu aux États-Unis. Et pour ce faire, aujourd'hui, je serai accompagné de Zahir Oussadi, rédacteur en chef chez 11 mondial. C'est un honneur, Zahir, de présenter cette émission. C'est un honneur de t'avoir pour cette première. J'espère que tu es prêt. Honneur partagé déjà, Adlan. Merci ça fait plaisir. L'invitation. Et puis, on a plein de choses à dire sur le foot africain et les clubs engagés notamment. Donc, on a hâte déjà de commencer. Exactement. Toujours hâte de commencer. Avant de commencer, on a un joueur africain à l'affiche sur le magazine 11 mondial qui est disponible dans tous les kiosques. Voilà, Amine Gouiri qui a fait une saison, en tout cas une deuxième partie de saison exceptionnelle avec l'Olympique de Marseille. Je vous invite à aller vous fournir ce numéro. C'est super, on apprend plein de choses. Absolument. En kiosque et sur 11mondial.com via le shop, disponible. On peut le commander, le recevoir partout dans le monde. Donc voilà. Et ben voilà, tout est dit, n'hésitez pas. Alors, Zahir, on a cette Coupe du Monde des clubs, édition nouvelle formule en fait pour cette édition. On a 32 clubs engagés, Absolument. Donc ce qui est énorme. Et pour une première aussi, on a 4 clubs africains sur cette édition. Absolument. En fait, j'ai presque envie de dire que c'est une nouvelle compétition. On connaissait la Coupe du Monde des clubs telle qu'elle était en fait la défunte Coupe intercontinentale qui au départ opposait un club sud-américain avec un club européen, à savoir les deux vainqueurs de la Ligue des Champions dans chaque continent. Ensuite, elle s'est un peu développée avec l'aide un peu de la FIFA. Il y a eu plusieurs clubs qui ont été ajoutés, mais là, c'est la première version, on va dire, gonflée, améliorée, souhaitée par Gianni Infantino, le président de la FIFA. Donc, on retrouve 32 clubs. C'est digne du Coupe du Monde de sélection et c'est la première vraie édition aux États-Unis, un pays qu'on sait déjà féru de football, clairement, de soccer, et qui va accueillir la Coupe du Monde des Nations dans un an. Exactement. Donc là, on n'est absolument pas là pour dire est-ce que cette compétition est la bienvenue ou pas du tout. On sait que ça a fait beaucoup de bruit. Absolument. Certains disent c'est un peu trop pour les joueurs. Nous, on veut vraiment se focus sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la participation de ces 4 clubs historiques africains. Zahir, est-ce que tu peux nous dire déjà rapidement comment c'est effectuée la sélection de ces 4 clubs? Pourquoi ces 4 clubs? On va les citer. D'ailleurs, donc je vais les citer. On a le club égyptien de El Ahly, club historique africain. On a le club tunisien de l'Espérance de Tunis, le club marocain de Wydad Casablanca et le club sud-africain des Mamelodi Sundowns. Comment ces 4 clubs-là ont été choisis pour participer à cette compétition? Très simplement, Adelaide, déjà pour débuter, il faut savoir qu'en Afrique, ces 4 clubs que tu as cités, c'est des monuments. Que ce soit l'Ahly en Égypte, qui est très réputé, le Wydad Casablanca, c'est pareil, c'est un mythe au Maroc, et l'Espérance de Tunis en Tunisie, idem, et Mamelodi Sundowns, club sud-africain, peut-être un peu moins connu en France pour nous, qui sommes francophones, mais qui est très respecté notamment dans les pays anglophones. Donc déjà, c'est 4 grandes équipes, excuse-moi. Et puis ensuite, comment ils ont été sélectionnés? Tout simplement, comme les autres clubs européens, sud-américains, etc., sur des critères de classement, à savoir, la FIFA s'est arrêtée sur les derniers vainqueurs de Ligue des Champions depuis 2021. Et ensuite, en tirant, puisqu'on sait que, par exemple, le Ahly a gagné 4 des 5 dernières éditions de la Ligue des Champions, on a tout simplement pris les 4 meilleures sélections au classement CAF depuis 5 ans. Donc ça a donné ces 4 équipes-là avec ce qui est sympa, un melting pot entre une équipe d'Afrique du Sud, 2 équipes du Maghreb, quand je dis Maghreb, c'est Maroc, Tunisie, et puis une équipe égyptienne qu'on connaît, qui est un monument et qui est même la meilleure équipe africaine du XXe siècle. Elle a été élue par la CAF. Donc quand on parle de ce club égyptien, on parle d'un monstre. Bien évidemment qu'on parle d'un monstre. Donc pour bien expliquer, c'est un petit peu comme le classement FIFA qui est peut-être plus familier pour nos auditeurs. On a un classement CAF des clubs et les 4 premiers de ce classement participent donc à cette Coupe du Monde. Et on a ce même classement en Europe, Adelaide, d'ailleurs. Exactement. On ne dit pas souvent, on n'en parle pas parce Clairement. que ça a finalement assez peu d'importance. Mais c'est aussi pour ça, par exemple, qu'on ne retrouve pas un club comme le Barça invité dans cette Coupe du Monde des clubs. C'est tout simplement parce que sur les 5 dernières années, il ne figure pas tout en haut du classement. Exactement. De l'UEFA. Pas assez régulier sur les compétitions européennes. On va faire un petit focus
sur les clubs africains. Tu voudrais commencer par quel club? Je te laisse l'honneur de commencer par le club que tu veux, en rappelant déjà le groupe dans lequel ils vont évoluer. Justement, je vais respecter l'ordre des groupes en citant le groupe A avec Al-Ahli, le club égyptien, pour 2 raisons. Donc déjà parce qu'il est dans le groupe A, et ensuite, comme je te l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est le club, celui qu'on considère en tout cas que tous les puristes considèrent comme le plus grand club en Afrique. La CAF l'a dit à la fin du XXe siècle, c'est le plus grand club africain. On le sait aussi par le palmarès. Je vais vous donner quelques chiffres. Oui, s'il te plaît. 45 titres de champion d'Égypte. Excusez du peu. C'est énorme. Je pense que ça situe un peu le club. Énorme. 39 coupes d'Égypte. Rien que ça. 15 super coupes d'Égypte. Et puis ensuite, là où ils sont incroyables, c'est que c'est le Real d'Afrique. C'est 12 Champions League. Ouais. Un record inégalé. Absolument. Et je pense qu'il ne sera pas près d'être égalé. Et juste au passage, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, mais c'est 12 Ligues des Champions, dont l'édition 2020, 2021, 2023 et 2024. Ouais. Il y a juste eu le petit trou en 2022. Et ils ont aussi gagné, ils ont cette particularité, un peu comme Chelsea en Europe, d'avoir gagné la C2, la Coupe des Coupes là-bas, à 4 reprises, et la C3 également, la Coupe de la Confédération africaine, celle qu'on appelle la Coupe de la Confédération africaine. Donc ils ont déjà tout raflé, sans compter les 8 super coupes de la CAF. Bon, je vous ai donné un peu plus de 100 trophées, gentiment en 30 secondes. Magnifique. En tout cas, ça c'est... Est-ce qu'on peut considérer d'ailleurs, tiens, c'est bien là qu'on parle de Coupe du Monde des clubs, est-ce qu'on peut considérer que des clubs tels le club de Al-Ahli d'Égypte est un club mondialement sous-coté? Est-ce qu'il est sous-coté? C'est toujours difficile de répondre à cette question parce que, encore une fois, tout dépend du regard qu'on veut jeter sur ce club. Et l'importance qu'on veut donner au club africain. Exactement. Et parce que aussi, on a notre œil un peu européen, on va dire. Donc, forcément, est-ce qu'on respecte les clubs africains comme ils devraient? Peut-être pas. Mais finalement, est-ce qu'on respecte les clubs sud-américains comme ils devraient? Je pense pas non plus. C'est vrai. Même s'il y a quand même un peu plus de respect peut-être pour Boca Juniors ou River Plate. Mais globalement, les clubs qui sont hors vieux continent, on a cette manière de les regarder un peu de loin ou peut-être de ne pas les respecter, de les prendre un peu de haut. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'échelle africaine, de haut en bas, de l'Algérie à l'Afrique du Sud, tout le monde respecte l'Ahli, donc c'est un monument du foot africain, il n'y a aucune discussion. Tu faisais une comparaison avec le Real de Madrid en Europe, qui est le club le plus titré au niveau continental. Je pense que la comparaison mérite d'être faite. On a là un monument du continent. Est-ce que tu peux nous parler du groupe déjà dans lequel il va évoluer lors de cette Coupe du Monde? Eh ben, ils sont dans un groupe qui, selon moi, est à leur portée. D'accord. Alors, je m'explique, c'est-à-dire qu'ils sont avec l'Inter Miami de Lionel Messi, certes, Palmeiras, le club brésilien, qui est quand même un gros club brésilien, et le FC Porto. Alors, je dis ça parce qu'on va le voir après, mais il y a des sélections, des clubs africains qui sont dans des poules vraiment, vraiment relevées. Et là, selon moi, il y a quand même des équipes qui sont à la portée d'une équipe comme l'Ahli qui peut quand même tenir tête à l'Inter Miami, à Palmeiras, voire à Porto, qui sort franchement pas de sa meilleure saison. Pour avoir beaucoup suivi le championnat portugais, la lutte était d'abord entre Sporting et Benfica, et Porto était clairement un cran en dessous depuis le départ de Sergio Conceição l'année dernière. Donc il y a des équipes certes respectables, mais avec sa stabilité, avec son sens du travail, c'est un club peut-être le plus professionnel en Afrique. l'Ahli, c'est ça qu'il faut considérer. Ils ont leur propre chaîne de TV, ils ont leur centre de formation, ils ont leur centre d'entraînement qui est grandiose. Donc il y a vraiment des moyens, des budgets qui sont alloués à ce travail. Et à mon avis, ils ont de quoi rivaliser, oui. On reviendra là-dessus, sur tout ce que tu viens de nous dire par rapport à ce club-là, parce que je pense que ça mérite un peu plus d'attention que juste un simple, comme ça, passage rapide. Donc tu considère que l'Ahli est dans un groupe qui est plutôt abordable. Est-ce qu'on peut parler du coach, de la nationalité du coach? Est-ce qu'on a là un coach égyptien pour cette équipe? Absolument pas. Culturellement, déjà, ils ont globalement souvent des coachs étrangers, c'est ce qu'il faut savoir. C'est un club qui est en recherche perpétuelle même de nom, j'ai envie de dire. Ils veulent avoir des gens à minima reconnus sur le continent, mais pourquoi pas à l'échelle mondiale. Donc là, ils ont pris un coach il y a quelques jours qui s'appelle José Rivero, qui est espagnol, qui a un style de jeu, on va pas être original, mais à l'espagnol, qui aime jouer, qui aime développer du jeu, etc. Et il a remplacé, il y a une semaine, Marcel Koller, le Suisse, qui a fait du très bon travail là-bas, mais dont la page s'est terminée et que les dirigeants préféraient remercier pour ouvrir un nouveau chapitre. Ok. Un style de jeu particulier, préférence dans le jeu? Est-ce qu'on peut potentiellement peut-être comparer à quelques clubs européens?
pour que ça parle aux gens. Hein. Je pense que j'ose imaginer que ceux qui nous regardent connaissent un minimum aussi ces clubs-là, mais bon, il y en a certainement qui découvrent. Et pour ceux qui découvrent, si on devait comparer cette équipe dans son style de jeu, peut-être à une équipe européenne. On en avait parlé en préambule, Adlen, lors de la répétition, on en avait discuté. Tu m'avais cité un club. Moi, là, tu viens de parler d'un autre club, le Real Madrid. Pour moi, déjà, dans l'approche des matchs, clairement, il y a une similitude avec le Real. Cette culture de la gagne. Cette culture de la gagne, cette culture des buts dans les dernières minutes, cette culture de la confiance en soi, d'avoir des joueurs confirmés internationaux à tous les postes, qui savent qu'ils abordent une compétition seulement pour la gagner, qui, quand ils enchaînent 2 matchs sans victoire, se retrouvent dans une crise noire avec des supporters agressifs, menaçants, des dirigeants qui leur mettent la pression. Donc, déjà, il y a une similitude par rapport au Real. Après, en termes de style de jeu, on a parlé du coach espagnol qui est là pour développer du jeu. Mais honnêtement, quand je pense football chatoyant en Afrique, je pense pas forcément à Al-Ahly, qui a plutôt un jeu, je vais dire, fait d'efficacité, de rigueur, très fort sur les coups de pied arrêtés, toutes ces choses-là, qui sait gérer le tempo, les moments forts, les moments faibles. Donc voilà, pour moi, c'est... On est plus dans du pragmatisme que dans du romantisme avec ce genre de club. Absolument. D'accord, très bien. Des joueurs en particulier que tu aimerais mettre en avant sur cette équipe? Des joueurs, mais il y a pas mal d'histoires intéressantes. Déjà, ils ont trois joueurs marocains qui sont assez importants dans l'équipe. Donc, on sait qu'ils ont souvent été réticents à recruter des joueurs à l'extérieur. Leur groupe, leurs effectifs, enfin, ils ont souvent été composés de joueurs quasiment principalement égyptiens. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un gros vivier et généralement les clubs égyptiens sont connus pour ça. Et d'ailleurs, bravo à eux parce que c'est un peu ce qu'on pourrait reprocher aussi aux autres clubs et notamment aux autres nations dans leur ensemble. C'est un pays qui, force est de constater, met vraiment en avant et donne vraiment la chance à ses joueurs locaux et en plus arrive à avoir de très bons résultats. Donc, tu nous parlais donc de cette ouverture nouvelle. Voilà, nouvelle, ouais. Il y a 3 Marocains dans l'effectif, un Tunisien dont on va parler parce qu'il est en instance de départ. Son contrat se termine le 30 juin et au moment où on parle, on ne sait toujours pas dans quelle situation il va se retrouver. Est-ce qu'il va commencer la Coupe du Monde des clubs? Est-ce qu'il va pas la faire? Est-ce qu'il va la faire et s'arrêter au milieu? Enfin là, c'est aussi à la FIFA d'éclaircir ce cas parce que ça concerne d'autres joueurs. Il arrive en fin de contrat au 30 juin. Le club a choisi de ne pas le prolonger. Donc, qu'en sera-t-il? Exactement. Voilà, a priori, selon ce qui se dit, il pourrait quand même être dans l'effectif et jouer parce que c'est un élément important, même s'il a été blessé toute la saison. C'est Ali Maloul, l'international tunisien, latéral très décisif. C'est un joueur qu'on ne présente plus. Absolument. Pour ceux qui suivent le football africain. Et lui aussi, hein. Lui, autant parler du club qui a accumulé les titres. Alors lui, il est potentiellement parmi pratiquement peut-être dans le top. Je veux pas m'avancer parce que j'ai pas la stat. Je crois pas me tromper si on est bien dans un top 5 des joueurs africains les plus titrés, au niveau continental. Ah oui, il a plus de 20 titres déjà, juste 22 rien qu'avec Voilà, exactement. Donc déjà dans un club où il est là depuis plusieurs années, 9 ans je crois, il a fait 9 ans. Il a quasiment une décennie, il a gagné un paquet de championnats, des Ligues des Champions pagaille. Enfin, c'est un joueur qui a l'habitude de gagner. Donc dans une compétition comme ça, c'est hyper important. On se souvient aussi d'Achraf Dari, l'ancien Brestois, qui est parti se relancer là-bas à Al-Ahly, où il a quand même du temps de jeu. Du coup, il apporte son expérience et son vécu du football européen. Et ensuite, en dehors de ça, voilà, ce que je vous ai dit, c'est l'effectif tous des Égyptiens, plus 3 Marocains, un Tunisien et un Palestinien. Donc, c'est vraiment limité. Il y avait un Sud-Africain jusqu'au mercato hivernal qui est parti au Qatar, Percy Tau, que tout le monde connaît. Pas des moindres. Un très super joueur. Ah, exactement. Super un élément offensif virevoltant qui apporte des choses, etc., qui n'est plus là. Donc, il y a aussi ça, comment ils vont un peu se renouveler, gérer, même si ce départ a été plutôt bien géré depuis. Comment ça va se passer à la Coupe du Monde des clubs, c'est aussi l'indication qu'on se pose. Très très bien. Merci en tout cas pour cette présentation de ce club égyptien que j'ai presque envie de dire on ne présente plus, tu vois. Il y a le gardien El Shenaoui, l'international, qui est vraiment une pointure sur le continent, qui est peut-être le meilleur gardien en Afrique, en tout cas qui évolue sur le continent. Je pense que c'est quasiment sûr. Magnifique. Donc après l'Égypte, on va voyager un petit peu, pas très très loin en Tunisie. On a l'Espérance de Tunis, groupe D, un club aussi qu'on ne présente plus, bien évidemment, en Afrique et encore moins en Tunisie. C'est un club ultra titré qui a sorti aussi de très grands joueurs. Est-ce que tu peux nous parler du groupe déjà de l'Espérance de Tunis? Alors le groupe, là aussi pour moi, il est peut-être un peu plus relevé, mais quand même, il y a une petite chance de jouer une deuxième place. Il y a Flamengo avec lequel ils vont rentrer en lice, le Club Léo,
Le club León, le club du Mexique. Nouveau désigné, on ne savait pas encore. Ça. Voilà, c'est le dernier petit. Absolument. Voilà, c'est pour ça que dans notre tableau, on voit dans le groupe D, voilà, à définir. Là, c'est le nouvel invité, voilà, de ce groupe D. Et ensuite, il va y avoir Chelsea, l'ogre Chelsea, j'ai envie de dire, et les millions investis, le vainqueur de la coupe d'Europe, la C4 en Europe. Donc, il y a comme tu l'as dit, vient de boucler donc cette année. On peut appeler ça comme un grand chelem sur les années. Ils ont tout pris, tous les titres possibles en Europe, c'est le seul. C'est ça. Voilà. Donc c'est du très lourd. Après, l'Espérance de Tunis, je serais pas original en disant que avec le Ahly, ça se rapproche quand même au niveau du palmarès. Je vais vous citer quelques chiffres aussi parce que s'il te plaît, n'hésite pas. 34 championnats de Tunisie. Rien que ça. 16 coupes nationales. 4 Champions League, finalistes en 2024, ils ont perdu contre Ahly, mais ils étaient quand même finalistes. Et puis une super coupe d'Afrique. Donc ça donne quand même, ça situe le niveau du club avec un effectif réputé sur le continent. Et on sait que c'est une équipe très 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 difficile à manier, qui a ses habitudes, qui a sa mécanique. Et en cela, elle se rapproche peut-être soit de la sélection tunisienne, soit peut-être d'une équipe comme l'Inter Milan, qui a vraiment des principes de jeu immuables et qui a pressé, optimisé chaque centimètre, chaque occasion. Très bien, l'entraîneur, on peut en parler? Quelques mots sur l'entraîneur? Ouais, l'entraîneur, on peut en parler. C'est Maher Kanzari, c'est un Tunisien, donc c'est un local. Il a été international à la fin des années 90. Il a un passé de joueur, il a un passé très riche d'entraîneur aussi. Il a beaucoup bourlingué en Tunisie et puis dans les pays arabes. Donc il arrive là après des bonnes expériences dans des clubs moindres en Tunisie. Et pour lui, c'est un peu le Graal maintenant, l'Espérance. Ça va être à lui de jouer. Il a bouclé le championnat en tête, etc. Donc 2 titres de champion de Tunisie. Maintenant, l'expérience, elle va être là. Elle va être sur cette Coupe du Monde des clubs. On va voir ce qu'il vaut. Et on sait aussi, on a parlé du club égyptien, mais la Tunisie aussi, c'est instable. Les bons résultats vous transforment en roi. Mais les mauvais résultats peuvent vous éliminer. Exactement. Les joueurs clés de cette équipe de l'Espérance de Tunis. Alors, les joueurs clés, il y en a déjà un qui est vraiment clé, c'est la star de l'équipe. C'est l'Algérien Youssef Belaïli, qui est international algérien, qu'on ne présente plus, vainqueur de la CAN 2019. Il a offert la Ligue des Champions à son club dès qu'il est revenu. Enfin, c'est un revenant. Déjà, il était déjà à l'Espérance il y a quelques années. Il est revenu. Il est adulé par les supporters tunisiens. Et quand je dis adulé, c'est vraiment... on peut l'imaginer tel un Zlatan à Paris. C'est en équivalence, comme ça, il y a peut-être de la ressemblance. Il est atypique, il est fantasque. Alors c'est intéressant, parce que tu sais, les gens qui connaissent pas, je parle pas forcément de Belaïli, mais même qui connaissent pas un peu le contexte africain, quand ils nous entendent, peut-être ils vont t'entendre parler comme ça, faire ces comparaisons entre Belaïli et Zlatan, ils vont dire ah c'est abusé et tout, mais il faut vraiment prendre le poids. Le contexte local. Exactement. Aussi. C'est des joueurs qui marquent les esprits. Parce que c'est pas des joueurs lambda comme ça qu'on voit. Voilà, c'est des joueurs qui sont pleins de fougue, de fantasmes. C'est vraiment la créativité à l'état pur. Exactement. Et en plus de ça, au-delà de ça, très efficace. Très efficace. Il a des stats de folie. Il marque des buts. Il fait des passes décisives. Il est parfois, j'ai envie de dire, Youssef Belaïli, tout le monde le connaît. C'est même pas le joueur le plus sérieux en termes d'hygiène de vie, en termes de préparation. C'est quelqu'un qui vient jouer au foot pour prendre du plaisir. Vous lui proposez un match en bas de la maison avec des amis en posant 2 vestes d'un côté pour faire une cage et 2 vestes de l'autre pour faire une autre cage. Il va descendre, il va jouer. Il est partant. Voilà, il va peut-être être plus intéressé par ce match-là et par l'idée de gagner que par un match qu'il joue en championnat le week-end. Parce que voilà, son foot à lui, c'est le foot pur, le foot authentique, j'ai envie de dire, et le foot du plaisir. Surtout, c'est un joueur qui veut prendre du plaisir quand il rentre sur le terrain. Il en prend souvent, il en donne beaucoup. Et il faut parfois peut-être accepter ces écarts. Alors, pour finir avec Youssef Belaïli, moi j'ai envie de te poser une question. Est-ce que ce genre de tournoi, est-ce que justement, c'est pas des tournois qui sont dessinés pour ce genre de jeu? Tout à fait, parce que déjà, on sait que c'est un joueur qui n'est pas forcément fait pour une saison. C'est-à-dire qu'il a toujours des petits passages à vide de par un peu parfois son manque de rigueur, etc., qui s'impose. Il a du mal à s'imposer ça sur toute une saison. En revanche, on s'en souvient par exemple à la CAN 2019, c'est quelqu'un qui sur une compétition, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ou la Coupe arabe. Voilà. L'entraîneur peut l'embarquer dans son projet, le mettre au centre du jeu, lui dire « c'est toi la star, c'est toi qui vas nous faire gagner ». Et quand on lui dit ça, Youssef Belaïli, il n'est jamais aussi fort que quand il est en confiance. Exactement. Je pense aussi que c'est un joueur qui peut énormément apporter à cette équipe et que c'est un tournoi vraiment dessiné
pour ce genre de profil. C'est quelqu'un qui ne connaît absolument pas ce qu'est le stress. C'est quelqu'un qui peut... après, il est capable du meilleur comme du pire. Mais en tout cas, si l'Espérance de Tunis arrive à avoir le Belaïli à son prime, alors là... Et j'ai envie de dire, c'est même sa seule chance quasiment d'y arriver, parce que sinon, ça va être compliqué. Exactement. D'autres joueurs dans cette équipe qu'on pourrait mettre en avant? Ouais, j'en ai noté 2. Déjà, il y a Larry Azouni, pour ceux qui s'en souviennent, formé à Marseille. Il a été international chez les équipes de France de jeunes, de U16 à Espoir, avant de changer. C'est ce qu'on appelle plus classiquement en Afrique un CAFIFA. Il a changé pour représenter la Tunisie, d'où ses parents sont originaires. Il fait sa petite carrière. Maintenant, c'est un joueur expérimenté. Il a 34 ans. Il apporte sa bouteille, sa fougue, son expérience. Donc, ça reste un élément qui va compter. Et puis, globalement, c'est un effectif qui est quand même assez mélangé. On a des Brésiliens, on a 2 Algériens. On a parlé de Belali, mais aussi Mohamed Lamine Tougaï, qui est le défenseur central, qui est un peu le rock de cette équipe. International voilà, aussi. International algérien. Il y a un Belge, Nigérian, un joueur du Togo, de la Côte d'Ivoire, un Sud-Africain, un Suédois, un Malien. Donc, là, on n'est pas dans l'esprit égyptien très local, plus dans l'internationalisation, un petit peu plus d'ouverture. Voilà. D'accord. Bah, très bien, on a bien parlé de cette équipe de l'Espérance. On va pas suivre le classement, on va pas suivre les groupes par ordre alphabétique. On va aller chez le voisin, un autre voisin aussi nord-africain. C'est le Wydad Casablanca aussi, équipe Athletic Club, pardon. Donc le Wydad club marocain, historique de Casablanca, rival du Raja. Exactement. Avec lequel il se voue une guerre sans merci. Et sur le terrain et dans les tribunes. Exactement. et cette année, ils ont trouvé à qui parler avec le club de Berkane, qui est venu les concurrencer, les titiller. Exactement. Et qui a donc fini champion. Absolument champion et qui a obligé même le Wydad à finir 3e de la Botola. Autant dire que c'est pas une chose qui arrive souvent et que ça n'a pas du tout plu aux supporters. Alors parle-nous s'il te plaît de cette équipe du Wydad. Cette équipe aussi qu'on ne présente plus pour les fervents, ceux qui suivent vraiment le football africain. Alors encore les Marocains encore plus, c'est un club qu'on ne présente plus, un club mythique du continent. Alors un petit coup d'œil sur le palmarès. Bien évidemment. Allez, on va vous le bien donner. évidemment. 22 titres de champion, la Botola quand même. Ça situe le club. Ah bah oui, c'est record évidemment en Maroc, personne n'a fait aussi bien. 9 coupes du trône, la coupe nationale. 3 Champions League africaines, dont la dernière en 2022, donc c'est pas si vieux. Oui, c'est très récent. Et une super coupe de la CAF, une coupe de la CAF. Bon, c'est quand même pas mal, voilà. C'est peut-être pas les standards de l'Ahli, mais on est quand même dans un environnement ultra concurrentiel au Maroc où il y a plus de clubs. Exactement. Mais on reste sur un club ultra régulier, c'est ça aussi, c'est ce qu'on parlait, c'est de ça dont on parlait, c'est-à-dire que c'est aussi la régularité du club qui fait qu'il mérite cette place à la Coupe du Monde des clubs. Et là, on a affaire aussi à un sacré client. C'est le club le plus ancien aussi, qu'on appelle le doyen, on le surnomme le doyen, un peu comme le Mouloudia d'Alger en Algérie. C'est le même cas de figure, donc c'est le doyen, c'est le club que tout le monde respecte. On a beau ne pas l'aimer dans certains coins du Maroc, à minima, il jouit de respect. Exactement. En tout cas, à défaut de l'aimer, tout le monde le connaît. On va parler peut-être de l'entraîneur de cette équipe du Wydad. Mohamed Amin Ben Hachem, qui fait du travail qu'on pourrait qualifier de qualité, mais que aussi les supporters critiquent. Comment ça va être titillé? En fait, au Maroc, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la Tunisie et l'Égypte, où la victoire passe avant tout, les supporters marocains sont très différents. Ils sont demandeurs d'un jeu de qualité. Ils sont demandeurs d'un style de jeu. Ils veulent une patte. Il suffit de jeter un coup d'œil sur la sélection marocaine pour s'en rendre compte. On en parle souvent, mais quand on voit les critiques que Walid Regragui subit avec les résultats qu'il a obtenus, ceux qu'il obtient encore, la série d'invincibilité, le nombre de victoires fameuse demi-finale en Coupe du Monde, historique. En Coupe du Monde, et on voit le traitement des journalistes et même de supporters. Moi, j'ai des confrères, des journalistes, amis marocains ou des amis tout simplement, qui m'envoient des messages pour critiquer Walid Regragui, son jeu, etc. Je leur dis, quand même, vous êtes ils sont durs. Et ils me répètent à chaque fois, oui, gagner c'est bien, mais on veut une patte, on veut un style de jeu, on veut marquer l'histoire par notre jeu, par notre philosophie. Et le football marocain, c'est un football créatif avec des joueurs talentueux. Donc c'est normal qu'ils attendent ça. Et au Wydad, c'est la même chose. Ils veulent du jeu. C'est une équipe qui, dans l'histoire, a joué au foot, a développé un beau football. Ils remplissent pas un stade par hasard. Oui, 70 000 spectateurs. C'est aussi parce qu'il y a du spectacle. Il y a du spectacle, bien évidemment. Le minimum, et ça a été un peu moins le cas cette année. Donc c'est aussi pour ça que les supporters sont déçus. D'accord. On va parler aussi, parce que du coup j'ai oublié de te demander, mais de ce groupe, il est composé d'autres équipes. C'est pour moi le groupe de la mort.
c'est le plus dur selon moi parce qu'ils déjà ils font leur entrée en lice contre Manchester City. Autant dire que si on suit la logique purement arithmétique, on se dit que les 3 points sont déjà distribués à City. Heureusement, le foot permet des surprises. Bien évidemment, et on l'espère d'ailleurs. On l'espère, mais on sait que ça va être compliqué. Et derrière, ils enchaînent la Juve. Donc déjà, sur leurs 2 premiers matchs, on peut quasiment être fixé sur le fait qu'ils soient éliminés ou non. Donc voilà, le 3e match pourrait être un peu pour du beurre, je le crains. Et après, en dehors de ça, ils auront un match contre Al Ain, là, le club asiatique, effectivement, qui sera à leur portée. Mais sincèrement, tout dépendra des 2 premiers matchs. Et là, ça va être très, très difficile. Oui, très compliqué. Jouer Manchester City et la Juventus en entrée de compétition. La seule bonne petite nouvelle pour le Wydad, c'est que Manchester City et la Juve sont 2 clubs un peu malades qui ont vécu des saisons assez contrastées, avec des lacunes défensives, avec voilà, ces 2 équipes qui sont un peu en reconstruction, qui se cherchent un peu. Donc il y a peut-être moyen de s'engouffrer dans ce doute actuel. Eh ben potentiellement, pourquoi pas. On leur souhaite en tout cas. Le style de jeu de cette équipe du Wydad, si tu devais la comparer à une équipe. Le Wydad, ce serait. Je sais que c'est compliqué comme question. Non, et vraiment, c'est pas. On n'est pas. C'est une équipe qui historiquement quand même joue bien au ballon. Après, si je devais la comparer, peut-être ce serait Arsenal, le demi-finaliste de la Ligue des Champions. Magnifique comparaison. Ouais, c'est ça. L'équipe qui veut jouer. C'est un jeu qui veut jouer. C'est une équipe qui veut jouer. C'est un jeu un peu plus direct aussi. Ça va pas être une équipe qui va te faire 3-4 minutes de possession de balle. Voilà, c'est dans la culture aussi de jouer. Ils aiment bien les beaux joueurs, ils aiment bien les dribbleurs. Donc, et puis c'est une équipe en plus avec un tel groupe qu'on va attendre sur les phases de transition et les contre-attaques. Absolument. Bien évidemment. Et qui n'aura rien à perdre. Il y a aussi cette idée-là de ne pas avoir de pression, de se dire bon, on joue City, la Juve. On lâche les chevaux et on se fait plaisir. Exactement. Écoute, si le Wydad pouvait faire dans ce groupe G ce qu'a fait le Maroc en Coupe du Monde au Qatar, je pense que tous les supporters africains seraient peut-être pas ceux du Raja. Potentiellement, même sur une compétition comme celle-là. À mon avis, il n'y a pas de compétition. Ah oui, c'est ça, à ce point-là. Ok. L'unité est très forte. Ok. Les joueurs clés de cette équipe. Les joueurs clés, tu me pièges un peu. J'avoue que j'ai pas spécialement de joueurs clés. Eh ben, tant mieux, on a un collectif. Ouais, on a un collectif parce que c'est une équipe qui joue ensemble. Il n'y a pas de stars. En regardant l'effectif, pareil, c'est beaucoup composé quand même de joueurs marocains. Ouais. Donc, ils s'appuient sur quoi? Ils s'appuient aussi sur... En ce moment, ils sont dans la période où le Maroc trust les compétitions de jeunes, avec des générations partout, Exactement. en U17, en U20. Donc ça sort des joueurs, il y a des joueurs de qualité dans tous les clubs du championnat. On a parlé de Berkane, au Raja, partout. Donc c'est vraiment un collectif basé sur du jeu, des joueurs locaux qui connaissent le championnat, qui connaissent les spécificités africaines. On en parle souvent dans les autres championnats. Oui. On a besoin d'avoir... Et c'est les clubs tremplins. Ils avaient El Kaabi en attaque qui est parti à l'Olympiakos. Ah oui. Donc c'est aussi ça. En fait, l'enjeu aussi quelque part... Pour eux, pour les joueurs marocains, évidemment. C'est un tremplin. Il y en a 2 ou 3 qui vont vouloir tirer leur épingle du jeu. C'est un tremplin, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est clairement ce tournoi-là aussi une opportunité. Et puis le joueur marocain, il est scruté actuellement. Exactement. On a parlé d'El Kaabi, mais il y a aussi l'attaquant de Glasgow. J'ai un trou de mémoire, mais on l'a fait en interview il y a 3 mois dans ce mondial. J'ai un trou, je te le redonnerai. Ça va revenir. L'avant-centre des Glasgow Rangers, qui a réalisé une saison magnifique en Écosse et qui est passé du Maroc au Glasgow et qui a cartonné. Ah oui, mais sans transition, sans rien. On est d'accord là-dessus. C'est des joueurs très demandés. Oui, il y a des joueurs. En plus, comme on disait, comme le Maroc brille au niveau international maintenant, Absolument. Ils ont vraiment placé le Maroc sur une carte. Et maintenant, le joueur marocain est scruté au même titre que beaucoup d'autres nations africaines. On a fait, je pense, le tour de ce groupe G. Maintenant, on va passer au dernier et pas des moindres. C'est peut-être le club le moins connu des 3 au niveau des 4, pardon, au niveau continental. Mais pourtant, un club qu'il faut suivre parce que c'est un club qui est très régulier sur Hamza Igaman, l'attaquant de. Eh ben voilà, il nous l'a retrouvé, mais je n'avais absolument aucun doute sur ta capacité à retrouver le joueur. Donc, on a pour en revenir au dernier club africain, voilà, engagé, le Mamelodi Sundowns. Donc, le club sud-africain. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce club déjà? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce club également, même s'il est, on le disait un peu en préambule, assez méconnu.
Déjà, c'est un grand club aussi en termes de titres, même si le championnat sud-africain est un peu moins d'ancienneté, on va dire, que les autres championnats. C'est 18 titres de champion, 6 Coupes d'Afrique du Sud, une Champions League, une Super Coupe de la CAF. Donc, ça situe encore là aussi que c'est un grand club. Il y a une star. La star, c'est Motiba, l'ancien Strasbourgeois, qui est revenu dans son pays. Super joueur. Attaquant racé, puissant, capable de prendre la profondeur, capable d'être efficace. Voilà, on connaît ses qualités. Exactement. Avec un technicien portugais, Miguel Cardoso, pour ceux qui s'en souviennent, passé brièvement par le FC Nantes avant de rebondir au Celta Vigo. Oui. C'est un Portugais. Donc, il a aussi, pareil, des idées de jeu. Et là, en revanche, ça rejoint l'identité du club. L'identité du club, c'est une équipe joueuse. C'est une équipe qui ressemble en fait à la sélection sud-africaine. Des gabarits pas très costauds, mais en revanche, beaucoup de mobilité, des déplacements, du mouvement. Ça bouge à gauche, à droite. Enfin, c'est vraiment le jeu sud-africain dans toute sa splendeur. Du mouvement, de la profondeur, de la vitesse, de la technique aussi dans les prises de balles. Donc, c'est un peu ça le Mamelodi. Est-ce qu'on n'aurait pas là le candidat africain un peu le plus, comment on pourrait dire ça, un peu insouciant, on va dire, celui qui va potentiellement proposer entamer ses matchs dans le calcul. Ah, exactement. Avec le moins de calcul possible. Honnêtement, je le pense. Avec le bon côté des choses et le mauvais côté des choses, sûr. on va être dans une équipe probablement, je pense, vu on connaît un petit peu l'équipe quand même, qui va être le moins dans le calcul, qui risque d'ailleurs de se prendre quelques contres et quelques buts. Comme ils peuvent l'avoir fait en Coupe d'Afrique. Mais c'est vrai que c'est une équipe généralement qui propose des choses, la moins complexée quelque part. C'est culturel, c'est très sud-africain ça. C'est à l'image de la sélection qui joue chaque fois crânement sa chance lors des CAN, lors des compétitions. Donc là, on peut être convaincu de ça. Ce sera exactement la même chose. Déjà parce que l'entraîneur prône ça, mais parce que c'est dans l'ADN du club, exactement. Historiquement, et le président... Et du pays, oui. Exactement, qui s'est libéré quand même du joug de la... On n'est pas là pour faire un cours d'histoire, mais qui est quand même sorti de décennies d'apartheid et de vie sacrifiée, on va dire. Exactement. Et voilà, et maintenant, ils croquent la vie à pleines dents, même sur le terrain de foot. Même sur le terrain, voilà. Donc, moi, j'ai noté même une petite déclaration du président des Mamelodi, Tshopi Motsepe. Donc, ce qu'il a déclaré sur ESPN, c'est nous allons à la Coupe du Monde des clubs pour rivaliser, mais aussi pour montrer de quoi sont capables les Africains. Déjà, ça donne le topo. Si nous revenons et que les gens disent « Waouh, vous vous souvenez de l'équipe sud-africaine, vous vous souvenez de la façon dont ils ont joué », pour moi, ce sera très émouvant, ce sera un succès. Magnifique. Je pense que quand tu dis ça, oui, il est là pour prendre du plaisir, exactement. Il est là pour kiffer. Il ne va pas pour bloquer, bétonner. Et est-ce que ça t'étonne? Pas du tout. Absolument pas. Non, on est d'accord là-dessus. On l'a dit, c'est dans la culture sud-africaine. Ils ont construit un club comme ça depuis des décennies. Ils ont construit un effectif comme ça. C'est un effectif composé de Sud-Africains principalement. J'ai parlé de Motiba comme star. En dehors de Motiba, il n'y a pas de nom très connu. En revanche, il y a un effectif qui est quand même composé de 5 éléments sud-américains, donc qui viennent apporter un peu ce mélange de technique et de grinta. 2 Argentins, un Chilien, 2 Brésiliens. Et après en Afrique, chez les voisins, un Namibien, un Zimbabwéen, un Ougandais. Et pour le reste, c'est des éléments sud-africains avec Motiba en star, mais encore toujours cette identité de bouger, de se déplacer, de demander le ballon, d'être constamment en mouvement. En fait, c'est un peu un petit Barça, quitte parfois à être très déséquilibré à encaisser des buts. Voilà. C'est une équipe qui accepte d'encaisser des buts. Ils acceptent l'erreur aussi. Les entraîneurs là-bas sont là pour ça. On n'est pas là pour dézinguer un joueur parce qu'il a fait une erreur. Au contraire, s'il a entrepris, on va l'encourager à refaire ça. Et c'est vrai que l'Afrique du Sud, c'est un pays dont on parle régulièrement de par ce qu'ils proposent sur le terrain, parce que aussi ils sortent aussi d'une très belle dernière CAN. D'ailleurs, ils avaient éliminé le Maroc, Absolument. qui sortait d'une très belle Coupe du Monde. Donc c'est vraiment un club à suivre aussi durant cette Coupe du Monde des clubs. On peut parler du groupe dans lequel ils sont. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. On va le suivre dans ce groupe qui reste à sa portée, je pense aussi. Parce que la plus grosse équipe, c'est le Borussia Dortmund. Ouais. C'est peut-être pas le représentant européen le plus en forme et le plus relevé, on va dire, de cette compétition. On sait qu'ils sont favoris, plus forts, mais ils ont réalisé une saison un peu en dents de scie, même s'ils ont bien terminé. Ensuite, il y a le club brésilien de Fluminense. Là aussi, on les connaît. C'est une équipe composée de joueurs techniques, forts, etc. Mais honnêtement, s'ils sont dans un bon jour, les Mamelodi Sundowns peuvent les embêter. Et puis, il y a Ulsan, le club asiatique,
Là, c'est limite des clubs qui me font davantage peur pour nos représentants africains, dans le sens où c'est des équipes très joueuses, très fortes avec le ballon. En mission aussi. En mission, qui sont capables de te faire courir. Clairement, ça c'est les équipes, on sait généralement quand c'est sud-coréen, quand c'est japonais, ces pays-là d'Asie généralement, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline et ça ne vient pas pour faire de la figuration. Dans ces équipes-là, donc je les rappelle, on a le El Ahly d'Égypte, on a l'Espérance de Tunis, de Tunisie, Wydad Athletic Club du Maroc et le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Est-ce que dans cette nouvelle compétition avec 4 représentants, est-ce que l'Afrique va enfin pouvoir tirer quelque part son épingle du jeu? Est-ce qu'on va pouvoir briser ce plafond de verre? Qui vois-tu parmi ces 4 représentants potentiellement, bon tu l'as dit un petit peu, mais on va peut-être se répéter, avoir peut-être quelque chose à tirer de cette compétition? Honnêtement, le plafond de verre, il va être quand même difficile à casser parce qu'à partir du moment où il y a les clubs européens, déjà, pour moi, l'écart de niveau, il est réel, il est important entre les clubs européens et les autres. Je n'ai même pas envie de dire que les clubs africains. C'est aussi le cas avec les clubs sud-américains, les clubs asiatiques, les clubs des différentes confédérations ne sont pas du même acabit que les équipes européennes. On ne peut pas se comparer au Real, à City, au PSG. Oui, clairement. Voilà, c'est pas manquer de respect aux autres confédérations, mais ils ne jouissent pas des mêmes moyens, ils ne jouissent pas des mêmes moyens aussi de travail, de la logistique. Donc honnêtement, concernant le plafond de verre, j'y crois moyen. Après, si je devais donner un représentant, comme ça, avec la force de l'habitude, j'aurais envie de donner l'Ahly, parce qu'ils ont cette espèce d'habitude, cette force de l'habitude. Mais voilà, ça va dépendre encore une fois on sait qu'avec les équipes africaines, le premier match détermine souvent tout le reste. Donc on aura un petit aperçu après la première journée, à mon avis. D'accord. En tout cas, l'Afrique a du cœur. Toujours. L'Afrique a du talent. Ah ça, il n'y a pas de doute. Voilà. Maintenant, l'Afrique a une vitrine planétaire. Elle manque parfois de confiance en elle, l'Afrique. Aussi, mais oui. en termes de talent, de potentiel, etc., honnêtement... s'il n'y a rien à envier à aucun continent. Il y a de la jeunesse, il y a de la vigueur. C'est le continent qui sera le plus peuplé à horizon 2050. Donc, il y a clairement le potentiel est là-bas. Voilà, donc on a du cœur, on a du talent en Afrique. On a maintenant une vitrine planétaire pour pouvoir faire vibrer les supporters africains. On parlait tout à l'heure, justement, de cette compétition. Alors, ce qui va être aussi compliqué à gérer, c'est que d'ici là, bon, ça va venir très très vite, mais il y a certainement des joueurs de certaines équipes qui vont certainement être transférés. Absolument. Voilà. Et donc, on va être dans des équipes potentiellement affaiblies, mais en même temps, on a une compétition qui va donner une motivation supplémentaire aux participants, notamment nos équipes africaines. C'est cette exposition internationale. Oui. On sait que généralement, les clubs africains, ce n'est pas une fin en soi. Il y a encore d'autres échelons à gravir. Et là, on a potentiellement la compétition dessinée parfaitement pour nos talents africains, pour pouvoir franchir un step. Exactement. Oui, exactement. Il n'y a pas de doute là-dessus, Adelaine. Je pense que les joueurs, notamment les plus jeunes, ils voudront profiter de cette Coupe du Monde des clubs pour se montrer, pour briller, pour être bons tout simplement, pour attirer l'attention des meilleurs clubs. Et puis déjà, ça commence par les clubs qui vont affronter. Quand tu as la chance d'affronter Chelsea, City ou la Juve, je pense que si tu te retapes dans l'œil, t'es bon contre City, t'es bon contre la Juve, on peut mettre une petite croix à côté de ton nom et se dire, voilà, c'est un joueur à suivre. Donc ça commence par là. Exactement. Et encore une fois, pour nos auditeurs, bien évidemment, quand on dit si t'es bon contre City et bon contre la Juve, on peut mettre une croix. Ça ne veut pas dire que City ou la Juve va se positionner, mais potentiellement des clubs un peu moins cotés, mais qui diront quand même, voilà, il y a quelque chose à en tirer. Exactement. Alors, pour peut-être conclure sur cette compétition et dans une vision un peu plus globale de l'Afrique, là, Zahir, j'aimerais qu'on parle, et on en fera peut-être potentiellement, d'ailleurs, dites-nous, amis auditeurs, dans vos commentaires déjà, si on a oublié des choses, s'il y a des clubs que vous voyez performer plus que d'autres, vos favoris,
s'il y a des joueurs qu'on a oubliés, peut-être on pourra faire des focus aussi, parce que comme je vous l'ai dit, cette émission, c'est vous qui la faites vivre et c'est nous qui l'animons au final, hein, c'est tout, on ne fait que ça. On essaye d'aborder des sujets, les gens sont demandeurs, on nous a souvent sollicité pour parler du football africain, et encore une fois... Et on espère prochainement pouvoir la faire en direct pour échanger avec... Bien évidemment, et on aura des invités de qualité, des anciens joueurs, des entraîneurs, des journalistes, des formateurs, tout ça. Et bien évidemment, quand on parle Afrique, Zahir, on ne parle pas que des clubs de l'élite ou que des pays qui sont mis en avant. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est aller chercher sur des nations peut-être un peu moins exposées, mais qui pourtant travaillent très bien pour certaines ou qui sont un petit peu en marge pour d'autres. Donc c'est un peu tout ça qu'on veut aborder. Et justement, dans ce constat, moi, il y a un constat flagrant là quand on va. C'est-à-dire que là, on voit quand même deux régions, notamment une beaucoup plus exposée, beaucoup plus en avant et beaucoup plus régulière au final, parce que c'est aussi le résultat, le fruit de leur travail. C'est l'Afrique du Nord, avec 3 représentants, Maroc, Tunisie, Égypte, et l'Afrique du Sud, et on a un gouffre au milieu. Et moi, je me pose la question, Zahir, mais qu'est-il arrivé aux grandes nations africaines, dans leur club, leur championnat, des nations comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, le Cameroun, c'est quand même de grosses nations africaines. On en parle souvent, qui brillent généralement au niveau continental avec l'équipe nationale, qui brillent aussi sur des compétitions internationales. Avec les équipes de jeunes. On l'a vu sur les équipes de jeunes, exactement, que ce soit dans des Jeux Olympiques, dans des Coupes du Monde de jeunes. Et on voit que ces nations-là, en club, prennent beaucoup de retard. Mais c'est finalement une forme de logique, Adelaine, parce que c'est des sélections dont tu as parlé, qui sont très compétitives sur le plan des sélections. Sélection A, U20, U17, ils sont vraiment à la pointe quasiment. Ils sont également forts sur tout ce qui est académie. On sait que les clubs, les académies au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, ça commence à pulluler et à porter ses fruits. On voit Génération Foot avec Metz, etc. Exactement. Donc les joueurs sortent, ils arrivent en Europe, ils évoluent à haut niveau. Donc le potentiel est là. Après, je pense que c'est seulement... il y a 2 facteurs. Il y a un facteur moyen. Ces pays-là sont pour la plupart moins riches que les pays d'Afrique du Nord ou l'Afrique du Sud, qui est le mastodonte en Afrique. Et puis l'autre facteur, c'est une question de volonté politique. Les clubs africains, de l'Afrique de l'Ouest notamment, n'ont plus envie, n'ont plus vocation à garder ces jeunes. Ils préfèrent les former, les préformer, voire parfois, et les céder, les vendre à des clubs européens qui leur permettront de gagner de l'argent, tout simplement. Là où, si tu les gardes, tu vas leur verser des salaires pour leur offrir un championnat ou des compétitions où peut-être ils s'ennuieraient et progresseraient moins, et tu aurais moins de chances de les valoriser derrière. Ils valent plus à 17, 18, 19 ans que si tu les gardes jusqu'à 22, 23 ans pour être compétitif dans ton club, mais ensuite la cote se serait peut-être un peu effritée. Donc à mon avis, c'est d'abord une question de volonté politique. D'accord, c'est très intéressant, Zahir. Je pense que ça mérite potentiellement une émission spéciale. Absolument. Et je pense, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Je pense qu'il faudrait vraiment se pencher sur cette question. Qu'est-il arrivé aux clubs de ces nations qui ont amené le football africain au plus haut, au niveau mondial, qui ont mis l'Afrique sur la carte du football? Qu'est-il arrivé à ces clubs-là? Zahir, le mot de la fin par rapport à cette Coupe du Monde des clubs? Coupe du Monde des clubs, déjà, dans un premier temps, on a la chance, partout dans le monde, de pouvoir la suivre sur DAZN gratuitement. Ça, je voulais le dire. Alors voilà, ça c'est magnifique. Vous avez le lien. Il y a le lien là qui s'affiche ici et vous pouvez donc vous inscrire gratuitement sur la page de DAZN pour pouvoir suivre les matchs en direct. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. C'est très très bien de le rappeler. Voilà. Et puis ensuite, ce qu'on peut attendre de cette compétition, c'est déjà qu'elle nous offre du spectacle. C'est ce qu'on veut. Ce sera aux États-Unis. Les horaires seront quand même globalement sympathiques pour notamment le public européen et africain, parce qu'on aura quand même la chance d'avoir 2 affiches assez tôt avec le match de 18h en France et 21h en France. Donc ça, c'est des matchs à horaires normaux. Minuit, 3h du matin, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais ça offre quand même la possibilité de bien suivre la compétition. Et puis ce qu'on attend, c'est du jeu, que les équipes africaines montrent de la personnalité, jouent avec du caractère et nous surprennent positivement, agréablement. Et on ne veut pas de scandale, on ne veut pas de polémique de primes, on veut des victoires et des résultats. Écoute, magnifique. Zahir, encore merci en tout cas d'avoir été présent pour cette première. N'hésitez pas à laisser en commentaire, dites-nous quels sont vos favoris pour cette Coupe du Monde des clubs, quelles sont les chances
de nos représentants africains. C'est avec fierté que l'on suivra cette compétition. Bien évidemment, encore merci de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Cette émission, on va essayer de la faire vivre. On va essayer de la partager sur tous nos réseaux, tous les réseaux de 11 Mondial, le site web, tous les réseaux sociaux, les TikTok, YouTube, tout ça, voilà. Facebook, Instagram, X. On est partout. Et on sera partout avec cette émission. Exactement. Vous allez nous revoir. Je vous rappelle le numéro 11 Mondial, le dernier avec Amine Gouiri en couverture et son interview que vous pouvez retrouver dans les kiosques et sur le site de 11 Mondial. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Partagez, n'hésitez surtout pas, laissez des commentaires, dites-nous ce que vous avez préféré, dites-nous, donnez-nous des sujets que l'on puisse traiter et vous faire plaisir. Encore une fois, Zahir, merci beaucoup. Merci Adlan, c'était un plaisir. On va suivre cette Coupe du Monde, on va suivre ce football africain, on va soutenir le football. On se revoit bientôt. Bien évidemment, avec d'autres invités. Oui. Voilà. Merci à vous, à très bientôt et bonne Coupe du Monde à vous.